Ma parole a été restituée. Là, j'ai l'impression en fait que je me suis fait justice. Il y a une douleur et en même temps une joie de se dire tout ce vécu, tout ce travail, tout cet acharnement, il résonne en fait. Chère Julie, chère Nina. Aussi, j'étais touchée de voir les réactions. Merci à Julie. Mais c'est trop touchant quoi. Merci à toutes les deux. En fait, à chaque fois que j'écoutais un épisode, et je buvais un peu de la potion quoi. Merci Julie. Depuis, j'ai l'impression d'être beaucoup plus armée dans la vie et dans ma vie. Je lâche prise. Ça y est, je retourne au combat, quoi. Je m'appelle Julie et voici mon kintsugi. Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Adulte, Julie a débuté une nouvelle étape de son parcours de résilience et elle a voulu partager son histoire. Alors, il y a 3 ans, nous avons commencé à enregistrer nos conversations. Nous avons rencontré des experts, nous avons entamé des démarches, judiciaires entre autres. Et puis, en mai 2022, vous avez pu écouter le premier épisode du podcast Kintsugi qui narre le long chemin de Julie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à la sortie du podcast. Nous savions qu'il aurait un impact sur celles et ceux qui l'écouteraient. Mais nous avions sous-estimé l'impact du témoignage sur celles qui avaient témoigné. Plus qu'une œuvre sonore, il est devenu lui-même un outil de résilience. Ainsi, nous avons voulu vous raconter l'après-Kintsugi. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus si nombreux écouter ce premier épisode de Kintsugi, l'histoire de la reconstruction de Julie. Kintsugi, c'est 3 ans de travail de Nina Pareja et de Slate Podcast pour recueillir cette histoire, ce témoignage. Nous sommes ravis de l'accueil que vous lui avez réservé et nous vous proposons maintenant de poser quelques questions à Samedi 10 avril 2022. Le premier épisode de Kintsugi est diffusé pour la première fois en public au Bruxelles Podcast Festival. Quand même, c'était particulier parce que ce jour-là, t'es dans la salle au Bruxelles Podcast Festival. On n'est pas fiers. Pendant... Je suis pas fière. pendant la diffusion. Non, franchement, j'étais très émue. J'étais très émue de le découvrir aussi en public. La veille, elle avait découvert le podcast pour la première fois dans le secret d'une chambre d'hôtel. Désormais, son histoire devenait publique. T'arrivais à regarder les gens pour voir un peu leur réaction Non. Non. Moi, je les matais pas du tout. Ouais. Surtout, je sais pas comment dire, t'as l'impression que les gens savent que c'est toi. Alors que pas du tout, ils savent pas que c'est toi. Et quand bien même, il y en a qui connaissaient mon prénom. Ils nous ont pas associés. C'est ça qui est drôle. Et je pense qu'ils n'arrivent pas à imaginer que cette histoire, ça puisse être ma vie. Parce que c'est pas sur mon visage. C'est tellement pas inscrit qu'il y a des gens qui ne relient pas les choses du tout. Et ça, c'est incroyable. Et je l'ai vu vraiment à ce moment-là. Et aussi, j'avais peur, je me souviens que j'avais peur des questions des gens. J'avais peur d'entendre leurs commentaires, d'entendre des horreurs, enfin, j'avais peur de leurs réactions et en fait, au moment où les questions ont commencé, j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'aurais aimé, au contraire, que les questions durent beaucoup plus longtemps qu'elles n'ont duré, ça a été hyper court et ça m'avait un peu frustrée en fait. J'avais envie d'entendre les gens, aussi j'étais touchée de voir les réactions. Ouais. Parce que du coup là tu vois les gens en direct, tu vois ceux que ça a fait craquer, il y a des gens que ça fissure et puis tu sais que ça renvoie à des histoires personnelles qui te dépassent, que tu connais pas, qui seront pas dites là, mais c'est trop touchant quoi. Et en même temps,
j'ai vu quelqu'un pleurer et je pouvais pas, enfin, à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à aller la rassurer. Ouais. C'était pas quelque chose que je pouvais prendre en charge à ce moment-là. Le désarroi de quelqu'un qui allait dire moi aussi, je pouvais pas à ce moment-là. C'est vrai que dans la salle, il y avait plein de gens qui pleuraient, en fait. J'accepte d'être touchée. En même temps, je suis pas détruite, je suis pas décomposée sur mon siège. Juste, c'est trop émouvant pour que je ne reconnaisse pas ma propre émotion, tu vois. Ce serait hyper violent que je m'interdise de pleurer. Parce que presque, quand j'écoute, c'est de moi. J'entends que c'est ma vie et c'est presque pas de moi. C'est comme si j'écoutais quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, il y a en même temps une petite distance, quoi. Et en même temps, c'est rigolo parce que je mesurais le temps qui s'était passé entre-temps. Puisque quand je l'écoute, c'est donc 3 ans après les enregistrements. Et même terminologiquement, les mots que j'employais à l'époque et tout ça, je me dis, ok, je suis plus la même personne. Il y a vraiment quelque chose, je m'exprimais pas de la même manière, je pensais pas de la même manière. Donc c'est rigolo parce que c'était une température du passé. Vraiment, je me suis dit, je me suis déplacée. D'autant que le premier épisode, c'est quand même le dire à ta mère, la lettre à ta mère, donc c'est même plus de 3 ans avant. Ça. C'est vieux. Mardi 17 mai 2022. Kintsugi sort sur toutes les plateformes d'écoute. L'histoire de Julie se partage. Des inconnus et des proches la découvrent et réagissent. Merci à Julie, infiniment. Jusqu'aux étoiles aller-retour d'avoir bien voulu partager son histoire. Et à toi, Nina, de l'avoir soutenue et d'avoir recueilli sa parole. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude. Juste des larmes qui roulent le long de mes joues. J'étais à quelques jours d'aller porter plainte et j'avais l'impression d'avoir une alliée à mes côtés. Finalement, j'y suis allée et tout s'est bien passé. Mais merci, parce qu'on se sent tellement seul dans ces moments-là. Même si des gens aimants nous soutiennent, ça n'a pas le même poids que quelqu'un qui l'a vécu. La reconstruction est longue, mais lorsque j'aurai réussi mon kintsugi, j'aimerais aider d'autres femmes, pouvoir les accompagner, leur donner un peu de force. J'ai été très impressionnée par le courage de Julie et la manière dont elle fait son chemin de résilience. Je pensais la connaître, puisque finalement on avait été au lycée ensemble et que ça fait plusieurs années qu'on se suit de plus ou moins loin. Et en fait, j'ai réalisé que je la connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup émue. En écoutant les épisodes, j'avais vraiment l'impression qu'on discutait ensemble. Puisque, en fait, à travers les épisodes, elle discute avec Nina, qui est sa meilleure amie et qui est aussi mon amie. Ça a vraiment créé de fortes émotions chez moi. Et je voudrais dire merci à Nina et Julie. Ce genre de travail, il est indispensable aujourd'hui dans une société qui ouvre enfin les yeux sur les violences sexuelles faites aux enfants et sur le fait que les procédures judiciaires, le chemin judiciaire n'est pas simple et peut être très violent pour les victimes. Bien sûr, à la sortie du podcast, des proches de Julie l'ont reconnue. Elle avait gardé son vrai prénom, mais elle souhaitait rester discrète, conserver un certain anonymat. Mais qu'on l'identifie ne l'a pas dérangée, et aujourd'hui, elle s'interroge. Je pense que ce désir absolu d'anonymat, il évolue aussi. Et à un moment donné, je pense que j'aurais envie de me saisir pleinement de cette parole qui est la mienne et de dire « Ah, c'est moi !» D'assumer en fait pleinement, parce que là pour le moment j'avais besoin de me protéger aussi, que cet anonymat me protège, mais c'est aussi ça pour prendre des forces. En fait quand même c'est des questions qui se positionnent qui se situent sur un terrain politique qui est extrêmement virulent et donc arriver là-dedans, c'est potentiellement aller à la bataille. Je vais pouvoir un jour, pour moi-même, me dire, c'est bête, mais me dire, je suis moi. Je suis en capacité d'assumer qui je suis, d'assumer ma pensée, d'assumer mon discours, et de le tenir publiquement, et de relier un visage à ces mots. Parce que c'est aussi ça, toute la question, c'est le visage. Qui parle ? Quel visage ? Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant quand les gens ne m'imaginent pas être la personne qui parle. Je pense que la meilleure anecdote, c'est quand même... Pour illustrer ça, c'est quand même nous deux dans un magasin.
La vendeuse me dit, parce que on s'était rencontrés quelques jours ou quelques semaines auparavant, me dit tiens d'ailleurs j'ai écouté Kintsugi. Moi je pense que je blémis. Là, j'ai failli pour la première fois vraiment faire un malaise vagal dans le magasin, tellement j'ai compris quand elle te parlait qu'elle n'imaginait pas une seule seconde que c'était avec moi. Ouais. Et donc, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'elle va dire ? Ce qui est fou, c'est que je t'ai appelé Julie, genre 30 fois devant elle, je pense. Bien sûr. Que j'ai dû dire... Mais c'est impossible. Mais c'est vraiment, je pense que pour beaucoup de gens, les gens qui vivent ce type de traumatisme sexuel, ils ont une gueule. Ils ont une sale gueule ou ils ont une gueule des traumas. Non, mais je sais pas, je pense qu'en fait, ça parle des préjugés qu'on a. Je pense qu'on se dit que les gens qui vivent ce type d'histoire, ils ressemblent aux histoires qu'ils vivent. Mais non. La couverture de Kintsugi, c'est une meuf renois avec les cheveux afro. Non, mais... On rentre dans la boutique, t'es blonde, je suis une meuf renois avec les cheveux afro. Mais oui, pardon. Mais non, mais je sais. Mais ok, la fille ne me ressemble pas trait pour trait parce que c'est un dessin. Ouais, mais bon. Je veux dire, je m'appelle Julie, elle s'appelle Julie. Moi, j'ai rencontré Julie il y a à peu près 1 an. Et en fait, après avoir écouté Kintsugi, c'est hyper étonnant parce que l'image qu'elle renvoie, à première vue, je me souviens de la première fois où on s'est rencontrés, c'est une fille qui est pleine de vie, qui vraiment qu'en impose, quoi. Quand elle est là, on est obligé de la voir. Elle prend beaucoup de lumière et d'espace, quoi. C'est par sa fraîcheur, son rire et sa gentillesse. Et c'est très étonnant parce que on écoute le podcast et on se dit pas du tout, on peut pas soupçonner en fait les drames. Puis surtout tout ce chemin qu'elle a parcouru. Mais en fait, après coup, et puis en écoutant ce podcast, on comprend pourquoi aujourd'hui elle est aussi radieuse, en fait. C'est ce qui transpire, en fait, dans ce podcast-là. C'est toute cette réflexion, ce chemin intellectuel, psychologique et même corporel, en fait, qu'elle a fait, qui permet de comprendre ce qu'elle représente aujourd'hui et ce qu'elle est. Et du coup, entendre son histoire, c'est un cadeau formidable, en fait. Moi, j'ai trouvé, c'est un cadeau formidable parce que quand on écoute ce podcast-là, on nous prend par la main pour nous emmener sur le chemin de la reconstruction de Julie, et à travers sa reconstruction à elle, je trouve que ça fait écho à tous les traumatismes qu'on a pu avoir chacun d'entre nous dans nos vies, qui nous sont très propres. À titre personnel, je sais que ça m'a vachement éclairé sur plein d'aspects de ma propre vie. En fait, j'ai l'impression que ce podcast, il m'a donné une force. En fait, à chaque fois que j'écoutais un épisode et je buvais un peu de la potion, quoi. Ça m'a donné... Non, mais c'est vrai. Pas de l'avoir dit, de l'écouter. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu t'écoutes, à un moment donné, tu prends du recul et c'est presque plus ta parole, ça pourrait être la parole de quelqu'un d'autre, et c'est aussi, dans les épisodes, c'était aussi la parole d'autres personnes que moi. En fait, en écoutant, ça m'a donné de la force. Et aussi, ça m'a permis de me dire que du temps avait passé, de mesurer le temps qui avait passé. Et justement, de sortir, puisque le trauma, c'est aussi ça, c'est cette sensation que le temps ne passe pas. Et là, tout d'un coup, quand t'as un objet comme ça, aussi concret, auquel tu peux te référer, que tu peux réécouter, tu peux mesurer les choses, tu peux mesurer la vie et aussi te regarder à partir de ça. Et donc, je pense que c'est vrai. Enfin, moi, depuis, j'ai l'impression d'être beaucoup plus armée dans la vie et dans ma vie, quoi, au quotidien. Et donc, c'est clair, notamment, là, ces derniers mois et cet été, j'ai lâché. Il y a un truc où je lâche prise. Je pense que ça y est, je retourne au combat, quoi. Je peux reprendre des coups. Non seulement parce que je sais que je ne m'effondre pas quand j'en prends. Pas la fin du tout. Je sais que je peux me relever. Ok, je suis par terre. Mais je me relève. Tu vois, il y a un truc où je pense il y a un instinct quand tu vis une situation traumatique. Après, t'as peur de mourir. Aujourd'hui, je sais que la mort existe et que je vais mourir. Mais j'y retourne quand même. Il y a un truc où tu dis, j'y vais quand même. Je sors, je me risque à vivre quelque chose. Et peut-être que je vais retomber sur quelqu'un qui me fera du mal, ou je vais me mettre dans une situation qui est pas idéale pour moi ou quoi, mais au moins je me risque, en fait. Et ça change. Parce qu'avant, j'étais tellement en protection.
Je m'étais enfermée dans une petite pièce. En même temps, pour moi, c'est du verre, parce que je regardais quand même les autres. J'étais quand même un peu dans la vie, mais dès qu'il pouvait m'arriver quelque chose, en bien comme en mal, je partais. Là, maintenant, je reste. Et en plus, alors, je suis pas en train de dire il faut boire de l'alcool, il faut prendre des drogues et tout ça, pas du tout. Mais, en fait, c'est quand même quelque chose de pouvoir être dans l'espace public et de savoir que t'es pas tout à fait en pleine possession de tes moyens. Tout d'un coup, par exemple, cet été, il y a plein de fois, j'étais un peu alcoolisée et je me disais, alors là, et vraiment, en plus, des fois, je me suis dit, alors là, je devrais me défendre. Franchement, je pourrais pas vraiment le faire. Et je me disais, mais je m'en fous parce qu'en fait, je ne suis pas en train d'essayer de me défendre. Ouais. Je cherche pas à me défendre du monde, à me protéger des autres, etc. J'en suis. Tout simplement, j'en suis et je suis bien. Et c'est aussi des trucs de vérification. Ouais. Tout d'un coup, tu fais un petit truc et tu te dis, oh, il ne m'est rien arrivé. T'as l'impression d'avoir retrouvé un peu d'innocence ou quand même, faut pas déconner? Moi, je pense que j'ai jamais perdu mon innocence. Non, mais j'ai perdu de l'insouciance. Ok, ouais, je sais ce que tu veux dire. Et du coup... C'est insouciance que je voulais dire d'ailleurs. C'est l'insouciance qu'on peut retrouver petit à petit, oui, je pense, ouais. Oui, je pense que des fois, je suis pas tout le temps en sur-réflexion de ce qui se passe. Donc, c'est une forme d'insouciance. Une forme. Après, je pense que chacun, on est plus ou moins... Puis c'est pareil, on part pas de zéro. Enfant, peut-être que j'étais pas non plus l'enfant la plus insouciante qui soit. J'étais quand même, je pense, aussi très attentive à ce que pouvaient vivre par ailleurs mes parents, les autres et tout ça. Donc, j'étais pas non plus dans ma vie comme... je sais pas comment dire... Comme d'autres peuvent l'être. Comme d'autres peuvent l'être, suivant en fonction de ton enfance. Mais par exemple, si tes parents ils sont pauvres, et ben t'es pas aussi insouciant que si tes parents ils sont riches et que du coup tu sais pas ce que c'est que l'argent, etc., etc. Donc je pense que de toute façon, j'étais pas dans une insouciance degré 0. Oui. Mais quand même, là il y a un capital qui se reforme. Moi j'ai l'impression de reformer des capitaux en fait. Là il y a des choses qui ont été un peu abîmées, mais qui se régénèrent, comme le cerveau, comme tout peut se régénérer en fait. Notre corps, il est hyper résilient. Bien sûr. Et donc, je pense que là, il y a des choses qui se régénèrent. Ouais. Salut Nina. Moi, ça a été évidemment dur à écouter au début, pour me mettre dedans. Ça a été des souvenirs. Et donc, j'ai dû faire des pauses à plusieurs endroits pour reprendre mon souffle. Mais après, j'ai ressenti un énorme soulagement à l'écoute de ton travail. Un soulagement parce qu'évidemment, c'est des mots qui viennent compléter des sentiments, des ressentis, etc. J'ai compris plein de choses en écoutant ça, et puis surtout le soulagement en fait, ça a été de me dire un support, une base à partir de laquelle je vais pouvoir communiquer avec les gens de mon entourage qui sont pris un peu dans cette tourmente. Ça va nous faire un outil à partir duquel on va pouvoir discuter pour continuer à guérir un peu, à guérir nos êtres. Donc voilà, encore bravo et félicitations. J'ai l'impression aussi que quand même ça démystifie le fait de le dire. C'est-à-dire que tout d'un coup il y a un outil, on en parlait pour le dire aux copains. Et ben en fait, ça te donne un outil. Tu dis il m'est arrivé ça, mais si tu veux tu peux aller écouter cet épisode de 45 minutes pour comprendre. Non mais c'est vrai, tu vois, du coup c'est un outil extraordinaire. C'est un bon outil pour ouvrir des discussions potentiellement. Complètement, même si je pense qu'il y a aussi des gens qui... En fait, il y a deux types de réactions. Il y a des gens que ça intimide et qui se disent « Oh là là, en fait, c'est tellement beaucoup que j'ai peur d'en parler ». Et d'autres, au contraire, qui considèrent que c'est une invitation. Mais pour le moment, j'ai plus rencontré des gens que ça intimide. En fait, j'ai parlé avec très peu de gens. Je pense que j'ai parlé avec moins de 5 personnes.
J'ai même dû parler avec 3 personnes à l'heure actuelle. Donc forcément, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Après, il y a eu des textos aussi, mais je pense que les discussions vont arriver au fur et à mesure. Mais... Ouais, il faut voir les gens. Enfin, ça s'aborde pas. Justement, nous, on a pris le temps de déplier le sujet sur des heures. Ouais. Donc les gens, ils sont un peu piégés parce qu'ils vont pas m'envoyer un petit texto de 2 lignes pour dire rien. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de rapport, du coup, ça oblige à une proportion. Et donc les gens se sentent obligés d'être un peu au niveau de ce qui est en face donné, quoi. J'ai la sensation aussi que ce podcast, il restitue... Enfin, pas que le podcast avec le texte que j'ai écrit. Là, j'ai l'impression, en fait, que je me suis fait justice. D'une certaine manière, mais de la plus belle manière qui soit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de juste qui émerge et qui, voilà, ma parole a été restituée. J'ai cette sensation-là. Et donc, je suis apaisée. Donc maintenant, je peux écouter les autres. J'ai envie de les entendre. Mais surtout, j'ai besoin aussi qu'ils me parlent. Parce que toi, il y a beaucoup de gens qui te parlent. Ouais. Mais moi, là, j'ai envie que des gens me parlent. Qu'on en discute, en fait. J'ai envie de les entendre, d'écouter en quoi ça résonne dans leur vie, à quoi ça les fait penser, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin, de quoi... Voilà. J'ai écouté le podcast Kintsugi il y a quelques mois. C'est un podcast merveilleux, d'utilité publique. Et j'ai été choquée et en colère d'apprendre l'expérience de Julie chez la psychiatre psychanalyste. J'ai trouvé que c'était énormément de violence ajoutée à la violence. Et j'ai trouvé ça insupportable. Je suis moi-même thérapeute spécialisée dans les deuils et dans les traumas. Et j'ai remarqué que son témoignage, c'était celui d'encore de trop nombreuses victimes qui mettent du temps à demander de l'aide et qui se prennent en plus après, une fois qu'elles arrivent à le faire, des murs. Et c'est un risque qui est trop grand et qui n'est pas assez mesuré, que ce soit par les thérapeutes, que ce soit par l'entourage, que ce soit par la police. Et le risque derrière que j'ai pu remarquer, c'est celui qu'elle se renferme encore plus et définitivement. Et en fait, ça vient du fait qu'elles n'ont trouvé personne, même chez les professionnels, en tout cas dans le cas de Julie. Des professionnels qui sont censés être là pour elles, qui sont censés surtout être formés. Au-delà de ça, votre podcast est vraiment utile pour moi, car je peux le partager avec les personnes que je suis en séance, et ça leur fait, si ce n'est du bien, ça leur donne l'occasion de savoir qu'elles sont pas seules. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour toutes les personnes qui ont été victimes, c'est qu'on leur dise « je suis là, avec toi, je te crois », mais je pense qu'on en est même plus là, on en est au-delà de ça, c'est « je suis là, avec toi, et je vais t'accompagner, et je vais t'épauler, je vais te tenir par la main, tu vas trébucher encore, mais je serai là pour te relever ». Donc merci encore pour ce podcast qui m'a passionnée pendant plusieurs jours et que je ne manque pas de distiller dès que je le peux. Ce message que vous venez d'entendre, comme des dizaines d'autres, je les ai reçus via les réseaux sociaux et à chaque fois, je les partageais avec Julie. Je me suis dit que c'était pas vain, quoi. Ouais. Il y a une joie, il y a une douleur et en même temps une joie de se dire, punaise, tout ce vécu, tout ce travail, tout cet acharnement à faire quelque chose et à en faire quelque chose qui nous ressemble, c'est juste. Je me suis dit, en fait, toutes ces réactions, elles montrent bien qu'aujourd'hui, ce travail-là, il résonne, en fait. C'est totalement pertinent de le faire, de tenir ce discours. Ça aide des gens, ça prend une place dans leur vie qu'on ne soupçonne pas. Et même là, c'est tellement frais qu'on peut pas mesurer encore les conséquences. Quand j'ai lu quelques messages, j'étais hyper touchée. Puis en plus,
Moi, je sais pas pourquoi, je suis plutôt optimiste, mais au début, j'avais très peur d'être insultée, en fait, je sais pas pourquoi. Et en fait, non. Et donc ça m'a aussi surprise. Je me suis dit, ah, c'est bien. Et ta famille, Ouais. ils ont réagi comment? Tous mes frères et sœurs ne sont pas au courant encore. Donc, pour ceux qui sont au courant, bah, c'était rigolo parce que donc, ma mère, elle suivait toutes les semaines. Donc, ça faisait un peu la série familiale aussi. J'avais donc une de mes sœurs et ma mère. Et donc, ma sœur, elle était au taquet, elle écoutait tous les mardis. Pareil. Et elle m'envoyait un petit message qui était super mignon. Enfin, c'était toujours hyper touchant. En fait, elle ne commentait pas ce qu'elle avait entendu. Elle réagissait en disant quelque chose d'autre. Par exemple, je sais pas, il y avait un épisode où on parlait de comment parler aux enfants, etc., etc. Et elle m'a envoyé plein de liens vers des histoires. Elle avait fait des recherches pour trouver des histoires pour les enfants qui permettaient d'aborder. Elle m'avait envoyé plein de liens YouTube, tout. Et je trouvais ça hyper touchant, quoi. Puis ma mère, bah non, ça a ouvert des discussions parce qu'elle aussi, elle se découvre. Et elle dit, ah bah moi je pensais pas que tu pensais ça. Parce qu'elle entend des choses aussi que j'ai dit quand elle n'était pas là. Ouais. Donc ça a permis d'ouvrir des sujets qu'on n'aurait jamais ouverts. Tu me disais que ta maman, elle avait relevé la phrase « Dans ma famille, on parle pas » et qu'elle t'avait dit Ah, mais c'est vrai » et que ça avait amené plein de conversations en fait au final. C'est-à-dire qu'elle m'a dit je comprends pas pourquoi tu dis ça, plutôt. Ouais. Elle m'a dit tu trouves qu'on parle pas beaucoup? Et donc il a fallu étayer avec des exemples et lui dire bah en fait quand on vient d'une famille on a toujours l'impression que tout le monde vit comme ça, mais pas du tout en fait, pas du tout. Moi je me suis rendu compte qu'on se parlait pas ou qu'on se touchait pas quand j'ai été dans la famille de mes amis. Ouais. Quand je vais dans ta famille, quand je vais dans la famille de certains et que tu passes du temps avec les gens vraiment, tu te dis ah ouais mais en fait ils se touchent, ils se font des bisous, ils se font des câlins, ou à table ils parlent, ils débattent. Et c'est là que tu réalises par comparaison que dans ta famille il y a un fonctionnement que t'avais pas analysé, quoi, qui est le tien. Ouais, bien sûr. Et moi c'est clair qu'on est dans une famille de taiseux, mais de taiseux affectifs et aussi des choses qui ne vont pas. On se raconte pas les choses qui ne vont pas, quoi. Je pense qu'effectivement ça a déverrouillé. C'est le début d'un déverrouillage familial qui n'est pas du tout fini puisque j'ai pas réussi encore à en parler à 2 de mes frères et sœurs qui sont adultes. Chaud patate, c'est chaud, j'ai honte. Ah bah plus t'attends. Plus t'attends. Ah, elle est pas mal cette phrase, c'est clair. Et puis aujourd'hui, je sais même plus ce que j'attends. Enfin, c'est pathétique. Ouais. C'est pathétique. Et là, pour le coup, c'est la force d'inertie du système. Depuis, Julie a parlé avec sa grande sœur, avec son grand frère aussi. Des conversations se sont engagées. Chère Julie, chère Nina, j'achève le 7e épisode de Kintsugi, que j'ai suivi avec assiduité chaque jour de sa sortie. Et je ne sais même pas quel mot choisir, comment vous remercier, vous dire ma gratitude, vous dire à quel point tout a résonné en moi si fort, combien j'ai pleuré, parfois de soulagement, parfois de tristesse, de ne pas en être encore au stade de Julie, combien j'ai souri entre mes larmes aussi. Son Kintsugi m'accompagnera longtemps, tant il résonne. J'accepte tout juste l'idée que je ne retrouverai sûrement jamais celle que j'étais avant. Et de faire avec les fêlures apparentes, sans chercher à les dissimuler, à tout prix. En juin, je vivais un moment violent et douloureux, où un viol était raconté et la parole de la jeune fille remise en cause, parce qu'elle n'avait pas pu dire non. Je me suis effondrée publiquement, tant l'histoire faisait écho à la mienne, tant c'était violent d'entendre sa parole remise en doute. C'est là que j'ai compris, en entendant les mots de Julie lors du procès, quand elle parle des larmes d'un autre temps, alors tout a fait sens. Je m'étais autorisée à me laisser traverser par tout ce que j'avais retenu depuis mes 17 ans, tout ce qui me retenait, et j'en ai 31 aujourd'hui. J'aimerais que mes mots parviennent à Julie, qu'elle sache que c'est la plus belle et la plus utile des choses qui aient été créées jusque-là. Vous avez passé le fil d'or dans le chat de l'aiguille qui referme lentement mes plaies.
Comme vous avez pu l'entendre, fabriquer mon kintsugi a bouleversé ma vie. Mais je n'aurais jamais pu le faire seule. C'est grâce à l'écoute et au travail de Nina que nous avons donné une forme à mon histoire. J'ai voulu savoir ce que ça lui avait fait à elle d'accompagner tout ça. Je me suis demandé, c'est une question que je me suis posée mais hyper tard, pas du tout au moment où, évidemment, je te le disais, mais c'est en t'écoutant, je me suis demandé si, est-ce qu'en te confiant mon secret, j'avais cassé ton monde. Bah oui et non. C'est-à-dire que je pense que c'était plus le déclencheur d'une prise de conscience générale. C'est-à-dire tout d'un coup, entre un sentiment que je connais, mais pas à ce point-là, c'est le ressentir de l'injustice pour quelqu'un d'autre. Quand tu me confies ça, je me rends compte que le monde peut être profondément injuste pour quelqu'un que j'aime profondément. Et c'est ça, le truc un peu fondateur. C'est de se dire, ok, va falloir faire quelque chose et trouver un endroit pour aussi relâcher un peu. Je pense que j'ai ressenti de la colère un peu au début. C'est injuste, je refuse d'habiter ce monde injuste. Et donc, c'est pas que ça a cassé mon monde. C'est juste que c'est fondateur d'une prise de conscience. Je pense que mon intérêt pour les questions féministes, il démarre là. C'est le fondement d'une volonté de comprendre les questions féministes et d'essayer de m'engager d'une certaine manière sans être dans le militantisme, mais de traiter ces sujets-là d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, de m'interroger dessus. Donc ça n'a pas cassé mon monde. C'est juste qu'au début, j'ai ressenti beaucoup de colère. Bon, pendant bien 2 ans, ça m'a mis en colère, en fait. Non, et puis alors surtout, c'est déclencheur d'une colère, mais c'est aussi déclencheur d'un truc de, ok, la relation avec cette fille, que je pressentais déjà pour être assez ouf, pourrait jamais ne plus être amie avec toi. Je pense que c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, bah là, c'est à la vie, à la mort. Une confidence pareille, je l'ai vraiment pris pour une marque de confiance énorme. Et j'avais envie de pouvoir être là pour toi. Tu vois, quand tu poses la question, bah, est-ce que ça a cassé ton monde ? Oui, mais dans la systémie de ces violences-là. Mais en tout cas, sur nous, notre relation à nous, bah, je me suis dit, bah, il faut qu'on fasse un truc, quoi. Est-ce que faire ce projet a changé quelque chose dans ta vie ? Bah, tout. Non, mais c'est vrai. Bah non, parce que, bon, essayons de procéder par étapes. Déjà, juste rien que nous, je pense que ça nous a soudés, on se l'est déjà dit. Là, on se dit devant la présence d'un micro, mais ça nous a renforcés d'une manière assez incroyable. Et puis ça nous a donné l'occasion, je trouve, de discuter de trucs où c'était compliqué à chaque fois d'engager la discussion sur ce sujet-là, quand même, mine de rien. Même en étant des filles qui parlent beaucoup, on mettait rarement le sujet sur la table, quand même. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Et en plus, d'un point de vue aussi professionnel, c'est une manière de travailler où je me dis c'est exactement là où je dois être, en fait. C'est pas forcément tout le temps à faire des projets avec ma meilleure pote, ou peut-être que si. Mais non, mais tu vois, c'est de suivre quelqu'un, de laisser le temps, de dire on prend le temps de raconter un truc, on va jusqu'au bout des choses, on laisse l'intime, on laisse la personne se dévoiler, on met la personne en confiance, on n'arrive pas chez elle pour lui dire donne-moi le sucre, le sel de ta vie, et je repars et j'ai déboulé, je suis repartie et peut-être j'ai remué 1 milliard de trucs, mais c'est pas mon problème, quoi. Ça a ouvert beaucoup de conversations aussi avec les autres. Avec les proches, les amis. Et puis dire que je travaillais sur ce projet-là sans donner les détails au début, ça a aussi amené des confidences. D'un coup, tu dis que t'es capable d'écouter et on te dit... Et bah moi aussi, en fait. Et il y a eu beaucoup de moi aussi depuis le début de ce projet-là. De filles qui me disent moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça. Et je trouve que c'est une grande marque de confiance, franchement, de voir que les gens sentent qu'ils peuvent te confier des trucs, c'est assez impressionnant. Alors j'ai fini Kintsugi. C'est un podcast qui a été assez difficile à écouter. En ce qui me concerne, j'ai une histoire assez similaire à celle de Julie, malheureusement, et les faits remontent à il y a plus de 20 ans, puisque j'ai pu porter plainte en 1999, à l'âge de 11 ans.
Donc ce podcast, il m'a brisé, il m'a pas mal abîmé, il m'a refait vivre des choses que j'avais enfouies. Il m'a fait remonter des souvenirs que je refusais de revoir remonter à la surface. Mais ce qu'il a fait surtout, c'est de me faire découvrir la force et les forces qui se trouvent en chacun et chacune d'entre nous face à des violences qui seront ancrées pour toujours, pour toute la vie. Je suis, elle est, nous sommes cette personne qui est victime, qui a été victime, mais nous sommes aussi autre chose. Ce mot-là de victime, j'ai refusé moi de l'utiliser pendant des années parce que je le trouvais dégradant et je n'avais pas conscience qu'il voulait dire autre chose aussi, qu'il voulait dire l'acceptation de ce qui a été fait, de ce qui a été commis. Comme je n'utilisais pas le mot victime, c'était la honte qui a pris la place de tout et qui a tout dévoré sur son passage. Donc j'ai vécu dans la honte pendant plus de 20 ans. C'est pas encore complètement terminé, c'est pas encore complètement parti, malgré un travail de thérapie, etc. Je sais que le chemin est encore long en ce qui me concerne. Chaque jour, j'en ai conscience dans le rapport que j'entretiens à mes souvenirs, à mes pensées et évidemment à mon corps. Je ne sais pas si je serai un jour en paix et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était vraiment comme un deuil. Il y a cette tristesse qui m'accompagne en permanence. Et j'ai compris que récemment que ça venait de là, en fait. C'était le deuil de moi, de la personne que j'aurais pu être, celle que j'aurais dû être, et celle que je ne serai jamais plus. On accepte, mais on n'oublie jamais. Julie, je la vois maintenant comme une comète à laquelle je me serais accrochée dans sa constellation, et j'espère puiser en elle et en moi autant de force qu'elle a su montrer dans toute cette épreuve. Encore une fois, bravo. Et je sais pas s'il faut se féliciter. Il faut peut-être se dire bravo quand même. Parce que c'est tellement courageux, tellement courageux, tellement beau. Cet acte d'amour pour soi, d'amour pour les autres, qu'elle montre dans toute son épreuve, dans tout son parcours. Est-ce que ça a été un poids pour toi de travailler sur ce sujet ? Ça t'a pas... Jusqu'à quel point ça t'a pas aussi miné pendant 3 ans de lire de parler, de rencontrer aussi beaucoup d'experts. Non, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que je pense que j'ai l'impression de passer pour quelqu'un qui n'a pas d'émotion quand je dis non. Non, ça a pas été dur en fait. Il y a pas de moment où je me suis dit là, je peux plus lire un truc, je peux plus entendre 1 minute de rush, jamais. Le sujet, je l'ai choisi aussi quoi. On s'est lancé dans ce sujet-là, je savais où je mettais les pieds quand même quoi. Et non, en plus, moi je trouve que ce qui est beau, c'est qu'on s'est jamais forcé à faire des trucs, donc on s'est jamais non plus forcé à avoir des discussions dans des moments où on n'avait pas envie. Enfin, tu vois, on a su aussi se dire, là, le micro, en fait, c'est pas possible. T'as plus ou moins répondu à une autre question qui était, est-ce que, sur cette question des outils, est-ce que t'avais l'impression que ça t'avait un peu outillé aussi de faire ce projet ? Ça m'a outillé parce que je pense que ça m'a outillé à écouter, et c'est vraiment d'écouter attentivement. Ça m'a outillé aussi à poser des questions. En tout cas, de me dire sur ces questions-là, les questions du traumatisme, etc. Il faut pas croire que les gens vont venir... c'est rare, ceux qui vont être capables de tout de suite te le dire, ou de pas attendre 15 000 questions pour te dire ça va pas, ou je me sens pas bien. Et donc d'avoir vraiment une attention particulière à la manière dont on pose des questions, et à bien les poser, et à insister sans être trop insistante, mais à sentir quand quelqu'un... Ça m'a donné des outils d'écoute, en fait, à sentir quand quelqu'un a envie de dire quelque chose. Donc ça donne beaucoup d'outils, je pense, d'attention aux autres, d'écoute et de compréhension. Parce que c'est... Quand tu n'as pas vécu quelque chose de traumatisant dans ces bornes-là, c'est très très dur de comprendre. Très compliqué. Vu que tu ne peux pas le ressentir, t'essayes de visualiser, tu vois, de bien retenir, genre, telle personne elle a fait ça, ok, telle personne elle a fait ça, elle m'a dit que ça avait mis en place ça, et d'être un peu attentif aux conséquences que ça peut avoir sur les uns et sur les autres, quoi. Et du coup, c'est pas d'être dans l'excuse permanente en justifiant, mais c'est quand même un minimum de se dire ce comportement-là, chez telle personne,
je sais aussi qu'il est lié à ça, et soyons un peu indulgents. À la limite, si ce comportement, on va dire, me blesse moi, parce que la personne est désagréable, ou je sais pas, essayer de lui dire, ce comportement-là me blesse, mais de pas l'abandonner parce qu'il y a un aspect de sa personnalité qui est... problématique. Voilà. Ça concerne, donc là on revient dans le passé loin, puisqu'au moment où je te le dis, et que tu ne le dis pas, tu vas mettre du temps, enfin je sais pas si tu le dis tout de suite, quelque part, est-ce que t'as eu l'impression toi aussi de devoir porter un secret ? Après c'est toujours pareil, quand on te confie un secret, on te fait une confiance énorme. Quand on te confie un secret, je trouve que il y a quand même ce truc, et toi... Je pense que je ne réagirais pas comme ça aujourd'hui. Je ne réagirais pas en alertant pas autour de moi, etc. Je pense que j'aurais trahi le secret plus vite. Ou si j'avais eu des interventions à l'école, etc. Je pense que j'aurais alerté les adultes plus vite en leur disant faut faire non mais là en fait faut faire quelque chose. Mais à l'époque, oui, je me suis dit ok, c'est un secret, et surtout j'ai senti que c'était pas le moment de remuer ciel et terre pour faire quelque chose, quoi. Enfin, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Je l'ai dit à mes parents, je pense, quand toi, à peu près, tu l'as dit à ta mère. Parce que j'ai cru, quand tu l'as dit à ta mère, que on allait aller porter plainte. Donc j'en ai parlé à mes parents, parce que je voulais qu'ils m'expliquent comment on en fait, en fait. Non mais c'est aussi bête que ça. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Enfin, voilà. Donc, je me souviens que je leur en ai parlé à peu près à ce moment-là, sauf que ça n'a pas eu lieu. Et que je pense que je t'ai proposé plusieurs fois. Je pense que j'aurais pu mieux te proposer aussi. En regardant la situation, je me dis, je pense que je t'ai dit, si tu veux aller au commissariat, je viendrai avec toi. Je suis là pour toi, etc. Mais j'ai pas dit, allons au commissariat, ou enfin... C'était vraiment, je serai là pour t'accompagner, mais j'ai pas pris le truc à bras-le-corps. Mais en même temps, est-ce que j'aurais pu, je ne sais pas. S'il y a bien un truc sur lequel j'ai culpabilisé, c'est ça. C'est d'avoir eu l'impression que j'aurais dû je sais pas, que j'aurais dû immédiatement dire non, mais en fait faut y aller là, faut aller au commissariat, faut faire un truc, faut que ce type il sache immédiatement ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave, parce que je pense aussi qu'à l'époque je pensais qu'on allait en prison pour ça, enfin c'est horrible. Je pensais qu'un crime était puni de prison, et en fait j'ai découvert que non. Vraiment, je me disais non, mais faut qu'il ouais. Y a-t-il une question que tu aimerais que je te pose et que je n'aurais peut-être pas posée? Le seul truc que je pourrais ajouter, c'est que moi je suis hyper heureuse, c'est vrai, de la forme que ça a pris, qu'on soit allé au bout, qu'on ait fait ce projet. Il m'a surpris, tu vois, du début à la fin. Je pense qu'il y a tellement de trucs qui m'ont surpris, et je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux, donc ça c'est quand même chouette. Coucou Nina, je viens de terminer d'écouter Kintsugi. Je te cache pas que je suis passé par un beau panel d'émotions tout au long des épisodes, avec une mention spéciale pour le dernier. Il y a 2 choses qui m'ont particulièrement marqué. C'était l'interview de Colosse au pied d'argile, où là tu te rends compte vraiment de l'étendue du phénomène, et c'est vraiment effarant. Et en même temps, tu te dis, ils arrivent juste dans des classes, ils arrivent à mettre en place des conditions pour que les enfants parlent, et finalement c'est des moyens hyper simples qui, derrière, ont un impact énorme. Et donc, tu te rends compte qu'il y a probablement moyen d'aider relativement facilement énormément de personnes. Et aussi, c'était en écoutant l'histoire du premier amour de Julie, parce que même si on se connaît depuis longtemps avec Julie, tu vois, jamais je m'étais imaginé l'importance que cette histoire elle avait pu avoir pour elle, puisqu'elle a eu un côté presque thérapeutique dans la relation de Julie avec son corps et avec le corps des autres. Et quand on est jeune, et même après, en fait, on réalise pas l'ampleur de l'impact qu'on peut avoir, en bien ou en mal, sur les gens. Et donc aussi la responsabilité qu'on a dans son approche du couple et de sa sexualité. Donc tout ça, je pense que ça participe à faire de tous ceux qui écoutent Kintsugi, et moi compris, des meilleurs petits copains, des meilleurs parents, des meilleurs citoyens, des meilleures personnes. L'impression que j'ai, c'est que la force aussi de Kintsugi, c'est vraiment de partir d'un récit qui est très intime,
puisqu'on parle de la vie de Julie, de son ressenti, de ses pensées profondes, et de votre amitié aussi, et de faire de tout ce parcours de reconstruction une œuvre qui est très universelle, qui va parler à tout le monde, et qui va être utile au plus grand nombre. Et là, je trouve que vous avez fait très fort. Et donc, je sais pas si tu te rends compte, mais à mon avis, ce podcast, il va changer des vies. Cette fois, c'est le dernier épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Thomas Loupias. Merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont envoyé des messages ou réagi sur les réseaux sociaux. Merci à Mathilde, Marion, Lydie, Sarah, Mathilde, Grégoire, Chloé, Julien et Aurélien d'avoir partagé leur expérience. Je profite de ce dernier épisode pour dire merci à Slate Podcast. Je voulais remercier aussi toutes les personnes de ma famille qui ont participé. Merci à ma mère. Merci aux intervenants qui vraiment ont été géniaux sur tous les épisodes. Et merci à Nina.